Bonjour, buenos días amigos, buenas tardes a todos y a todas. Desde Andalucía le hago este live. Y a-t-il du monde? On attend un petit peu, voilà, les 19h02. Donc, je suis à peu près dans les temps. Alors, attendez. Est-ce que vous me voyez déjà? Voilà. Donc j'avais bien dit que le live était sur ce groupe-là, ce soir. Il portera sur la Costa Blanca Nord et Costa Blanca Sud. Voilà. Bonsoir Lorraine. Voilà, donc on va débattre sur toute la Costa Blanca du Nord, Costa Blanca Sud. Vous allez voir, ça va être un programme très chargé. Donc on attend un petit peu que tout le monde vienne petit à petit sur le groupe. Bonsoir Patrick. On devrait être à peu près une vingtaine de personnes, peut-être plus, parce que c'est une côte qui est très demandée par la clientèle francophone. Francophone, je m'entends, c'est aussi bien les Français, les Suisses, ainsi que les Belges, qui viennent en grande masse, et depuis peu, beaucoup de Canadiens. Voilà. Donc on va parler, comme je l'ai dit, focus sur la Costa Blanca, nord et sud. Donc on va voir étape par étape le processus d'achat sur la Costa Blanca en 2025. Tous mes conseils, disons, avec les points positifs et négatifs. On va développer certaines stations aussi de la Costa Blanca Nord et Costa Blanca Sud. Voilà. Vous pourrez également, et la dernière partie, on fera un question-réponse. À peu près 20 minutes à 30 minutes, vous pourrez mettre vos questions et j'y répondrai personnellement, point par point. Voilà, là je prépare un nouveau live, le prochain ce sera sur la Costa Brava, mais là on va le faire sur YouTube et Facebook en même temps, avec un logiciel qui s'appelle StreamYard où je pourrai partager les documents. Ce sera beaucoup plus intéressant. Bonsoir Sergio Zapata. Sergio, c'est un collaborateur de la Costa del Sol, qui est basé sur Malaga, petit village très sympathique sur Torre de Mar. Voilà. Nous sommes 8, on attend encore un peu de monde. Voilà Sergio, le live sur la Costa del Sol, c'était la semaine dernière. Donc tu peux le revoir en replay aussi. Vous aurez aussi la possibilité de tout visionner sur la chaîne YouTube Kyros José, je vous mettrai le lien également. Là ce soir ce sera un live d'1h30 à 2h essentiellement sur la Costa Blanca et Costa Blanca Nord et Costa Blanca Sud. Pourquoi faire une différence? Je vous expliquerai un petit peu tous les points positifs et négatifs de chaque côte, ainsi que la particularité de chaque village. Alors, est-ce que, mettez d'où vous me voyez, à quel endroit vous me voyez, et si vous entendez bien, si le son est bon ou pas. Nous sommes 9. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, le groupe aujourd'hui, ces 2 derniers jours, il a explosé. On est passé à 300 demandes en 2 jours. Et c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement. Je pense que c'est dû à l'allocution aux événements qui s'est passé le 14 juillet en France avec notre charmant président et avec son charmant ministre qui a fait une allocution. Donc je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent partir de la France, malheureusement. C'est un très bon pays, mais bon, il y a des choses vraiment affinées. Donc, j'ai vu, bon, ils en ont parlé sur la presse économique espagnole également.
Ils ont vu le bon côté des choses, mais aussi il y a eu des critiques un peu acerbes en disant que certains droits privilégiés des Français, notamment les jours fériés, qui vont être supprimés. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors, je n'ai pas vu passer, hola José, todo va bien de Belgica. Patrick combien, oui, bonjour Patrick. Lui, c'est un des premiers clients qui a acheté sur Admeia de Mar, pas très loin de ma maison sur la Costa Dorada. Voilà, il a acheté en pleine période de Covid, pour vous dire, s'il m'a fait confiance. Donc, et depuis, il dit il vit dans un petit paradis. Voilà. Donc, Patricia Cheverny du Gujan-Mestras. Ben, nous sommes voisins. J'aurai l'occasion d'être sur la première quinzaine de septembre. Je serai sur le bassin d'Arcachon, dont j'ai déjà 2 rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à venir me rendre visite, prendre un petit déjeuner business, comme on dit, pour développer votre projet, ce sera bien. Oui, Hugues, bonsoir. De Font-Romeu 66, très bien. J'ai skié à Font-Romeu, je connais assez bien. À l'époque, j'habitais sur Perpignan, donc c'était la station de ski dans les Pyrénées-Orientales. Bon, Gujan-Mestras, oui, c'est la station qui est juste à côté d'Arcachon, où j'ai le privilège d'avoir un pied-à-terre. Et d'ailleurs, j'ai quelques bons clients du bassin d'Arcachon qui envisagent de s'expatrier. J'en ai un d'Andarnos, un autre de Arès. Martignas, Lateste, Biganos, j'en ai eu 2 sur Biganos, Mios, c'est incroyable, et 3 Bordelais, voilà, plus un jeune couple aussi qui est du bassin, et qui ont fait appel à mes services. Bonsoir Ricardo, voilà, qui gère Ricardo Barascal, Guillen, qui gère parfaitement un groupe. Je vous invite à connaître notre belle Espagne. Je pense que certains d'entre vous doivent en faire partie. On vous entend bien du côté de Costa Blanca Sud. Vous êtes où, Sabrina? Quel endroit, Costa Blanca Sud? Chris, bonsoir. Chimay, Belgique, oui. Christopher. Voilà, quelqu'un qui est intéressé pour acheter sur la Costa Blanca Sud, du côté de Orihuela, Costa d'Orihuela. Alors Sabrina, voilà, on attend un peu comme je disais, mettez d'où vous me voyez pour que je puisse voir et marquer si vous m'entendez bien ou pas. Vous entendez bien Costa Blanca Sud, ok. Linda, bonsoir Linda, hola José, bien près de chez nous pour un barbecue, oui. Je manquerai pas, c'est vrai que je dois... Le temps passe très vite, c'est exact. Je reprendrai contact avec vous parce que je dois avoir un client du côté du delta de l'Èbre et je dois faire le point aussi sur la maison aussi d'Admeia de Mar. Voilà. Son nickel. Moi, je vous entends de l'île de la Réunion. Laurent, waouh. Quoique, il n'y a pas de décalage horaire, je pense. L'île de la Réunion, en dessous de l'Afrique, oui. L'île Maurice, ainsi de suite, ouais. Je rentre de Dénia, oui, Costa, ben on va en parler. C'est la Costa Blanca Nord. Ville en pleine expansion. Les prix ont flambé sur Dénia. J'avais vu un reportage. Je crois que je vous ai, avec Anita, elle a mis des posts sur le marché immobilier sur la Costa Blanca, justement pour compléter ce live. La Costa Blanca, l'année dernière, a pris une hausse de 12 à 15% et 20% sur certaines stations. Dont Dénia en fait partie. Dénia, pourquoi? Parce que c'est une très belle ville. Avec de très grandes plages de sable fin, et c'est une station familiale par excellence. Almoradi, ah oui, très bien, c'est à l'intérieur des terres. Son nickel, il y a 2 heures de plus chez nous à l'île de Réunion, très bien. Ok, son nickel, moi je vous entends dans l'île de Réunion, ok, ça c'est Laurent. Donc nous sommes 9, bon on a donc une dizaine, 10-12 personnes. De toute façon le live sera enregistré
pour pas que vous ayez des problèmes. Il sera une partie. Pendant 15 jours, il sera sur le groupe et ensuite il sera enregistré sur la chaîne YouTube. Voilà. Hola Sacha, l'hijo de Cris, j'apprends l'espagnol. Muy bien, señor. Ah, très bien. Super content que tu t'occupes de nous pour notre projet. Mais oui, je vais vous soigner, ne vous en faites pas. Voilà. De toute façon, on va pas trop l'ébruiter, votre coin, parce que c'est un coin charmant. Et ça fait partie de la Costa Blanca Sud, un endroit qui est en plein essor. C'est exact. C'est une belle urbanisation, pas très loin d'entre Alicante et Orihuela, donc un peu à l'intérieur des terres, très agréable. Par contre, j'ai vu un post où j'ai aidé une personne aussi, qui a essayé de trouver un bien. Elle a vu une maison, elle s'inquiète pourquoi les maisons ne sont pas chères du côté de Camposol. C'est normal parce que ça a été construit dans une zone un peu inondable. C'est pas loin d'un ravin, d'un barranco, ce qu'on appelle. Et les promoteurs à l'époque n'avaient pas de permis de construire, donc le maire a été soudoyé. Donc il y a un gros promoteur qui a construit plus de 3000 villas et aucune n'a la licence, la cédule d'habitabilité. Donc faites attention, c'est pour ça que il faut faire attention dans certains coins. Nathalie Philippot, ok. Dites-moi d'où vous regardez, d'où vous me voyez. Totos Rangis, le son coupe par moment, je suis un peu loin, en Alsace, dans l'est de la France. Très bien. Sacha, ok. Ok, bon, nous sommes 13. Donc c'est bon, un quart d'heure. Alors comme je disais, ce live va être sur la Costa Blanca Nord et Costa Blanca Sud. Mais on va faire quand même une petite exception parce que j'ai remarqué qu'aussi, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont du mal à choisir une costa en Espagne, voire une station. Alors je vais vous donner à brûle pour point les grandes lignes dont je pense qu'ils sont très importantes à tenir compte. Vous pouvez également mettre sous le post votre adresse mail et je vous enverrai ce petit guide que j'ai conçu qui est très intéressant pour bien choisir une costa. Voilà. Alors ce sera guide pour destination des francophones, soit acheter un bien immobilier sur tout le littoral espagnol. Donc je vais plus loin on va prendre depuis la Costa Brava jusqu'à la Costa del Sol, voire Costa de la Luz. Comment bien choisir une costa? Donc, alors si vous voulez, on va faire un préambule là-dessus. Ensuite, le problème qu'il y a avec les lives sur Facebook, c'est que j'ai tout un document que je pourrais vous partager, mais sur YouTube, c'est possible avec notre logiciel, alors que sur les lives sur Facebook, c'est pas possible. Il faut que ça passe à travers une autre plateforme, bon, c'est assez technique, StreamYard, donc je suis en train d'étudier ça pour que vous puissiez en bénéficier par la suite. Donc, première partie, on va faire ce live qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et demie, dont une demi-heure de questions-réponses, 20 minutes de questions-réponses. Et je répondrai personnellement à toutes les questions que vous pouvez me poser sous le post, sous le live. Voilà. Donc, on va décortiquer le live comme ça. Généralité, comment bien choisir une costa. Ensuite, on rentrera en profondeur. Je vais vous donner des conseils. Vous pouvez noter, mais j'ai tout ça sur un guide que je pourrais vous envoyer. Donc, vous pouvez me laisser votre adresse mail et vous le recevrez le lendemain. Donc, première partie, comment choisir une costa. Ensuite, on va rentrer en profondeur sur la Costa Blanca Nord. Deuxième partie, Costa Blanca Sud. Ensuite, je vais vous proposer toutes mes formules. On va parler un peu de formules. Il va y avoir quelques nouveautés. Et ensuite, la dernière partie, questions-réponses. En direct, où vous pourrez laisser toutes vos questions. Ça vous va? Bon, vous répondez bien, oui ou non, si ça vous convient. Alors, comment bien choisir une costa? Voilà, sa destination des francophones. Donc, comment choisir sa station balnéaire ou son village côtier? Bon,
On va pas trop aborder l'intérieur des terres, c'est-à-dire les régions telles que l'Extremadura, Castilla y León, quoique je les demande de plus en plus. Pourquoi? Parce que 90% de la demande, elle est faite sur le littoral méditerranéen. Depuis la Costa Brava, la Catalogne, Comunidad Valenciana, Murcia, Costa del Sol, et ensuite on remonte à partir de Tarifa, sur l'Atlantique, dont la Costa de la Luz. Voilà. Essentiellement, le gros du marché, le gros de la demande, c'est la Catalogne, la Comunidad Valenciana, Murcia et la Costa del Sol. Voilà. Enfin, Costa del Sol et au nord, vous avez faut pas oublier aussi la Costa Tropical et la Costa d'Almeria. Voilà. Et on va aborder également à quoi faut-il faire attention avant d'acheter. Donc, comment bien choisir une région côtière en Espagne? Alors, mes conseils pour choisir votre costa et votre ville idéale, pour y vivre, voilà, investir ou passer sa retraite. Beaucoup veulent joindre l'utile à l'agréable, ils veulent d'abord investir et ensuite, pourquoi pas, que ce logement-là puisse basculer pour la retraite. Donc, c'est exact, l'Espagne regorge de trésors sur tout son littoral méditerranéen. On va commencer par la Costa Brava, Costa Dorada, Costa Blanca, Costa Cálida. Costa Cálida, c'est Murcia. Hein. Costa d'Almeria, Costa Tropical, Costa del Sol. Et l'Atlantique, c'est la Costa de la Luz. Bon, on va pas parler des côtes du nord de l'Espagne qui sont en plein essor aussi, qui sont très belles, qui sont authentiques, où il y a de plus en plus de demandes aussi. Alors, toutes font rêver, mais toutes ne se veulent pas selon vos besoins personnels, votre budget et votre projet de vie. Voilà. Alors, mes conseils essentiels pour bien choisir la bonne costa et la bonne station balnéaire. Prenez-vous un papier, notez, clarifiez votre projet immobilier avant de choisir la région. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi voulez-vous acheter en Espagne? Quels sont les atouts principaux? Est-ce pour une résidence principale? Est-ce pour une résidence secondaire? Est-ce pour un placement locatif saisonnier? Est-ce un projet de retraite ou de changement de vie? À l'heure actuelle, c'est d'actualité avec tout ce qui se passe en France. Beaucoup veulent s'expatrier. Mais attention, tout n'est pas rose non plus en Espagne. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des incidents du côté de Torre Pacheco, on en parle beaucoup aussi. Parce qu'il y a un problème d'immigration, enfin il y a un problème un cas particulier dont le gouvernement espagnol est en train de revoir tout ça, cette politique-là, vous voyez. Alors, pour votre projet, combien de temps allez-vous y passer? Est-ce que c'est pour un logement pour toute l'année? Est-ce que c'est pour 6 mois pour bifurquer entre votre résidence principale en France ou en Espagne? Est-ce que c'est simplement pour quelques semaines par an ou est-ce que c'est du pur rendement locatif? Voilà. Ensuite, très important, un point très important à prendre en compte. Quel est votre budget global achat plus frais? N'oubliez pas les frais. Pourquoi? Ceci va déterminer aussi la région de prédilection de votre choix. Il faut savoir que l'Espagne est gérée par 17 régions, 17 comunidades autonomes et chacune a ses taux fiscaux qui dépendent de législation des autonomies. Donc ça va de 10% par exemple à l'ITP, ce qu'on appelle l'ITP, l'impuesto transmissione patrimoniales. Quand vous achetez un bien, je vais simplifier, à 100 000 euros, vous avez 10% sur la Catalogne, donc 10 000 euros. Vous aurez 7% en Andalousie, c'est 7 000 euros. Vous aurez 8% à Murcia, donc 8 000 euros, 6% à Madrid et ainsi de suite. Vous voyez? Costa Valenciana, on est aussi à 10%. Voilà. Il faut savoir que les régions les plus demandées et les plus élevées en frais ITP, c'est la Catalogne et la Comunidad Valenciana, qui sont à 10%. Bon, il y en a d'autres aussi. Hein. Donc, très important. Ensuite, quand je parle des frais aussi, vous aurez des frais d'expertise si vous devez prendre sur place
Il y a des régions en Espagne aussi où vous devez payer les frais d'agence. Faites attention, elles sont variables de 3 jusqu'à 5%. Parfois, elles sont réparties entre l'acheteur et le vendeur. Mais généralement, les vendeurs, les agences locales travaillent essentiellement pour le vendeur. Pour le propriétaire vendeur et non pas l'acheteur, parce que la commission est payée par le vendeur. Mais il y a un changement qui est en train de s'opérer dans certaines régions maintenant, notamment en Andalousie, sur la Costa Blanca et quelques villes sur la Costa Brava. Vous devez payer aussi, l'acheteur devra payer aussi les frais de commission à l'agence. Donc, toujours se faire bien signifier si les frais de transaction sont pris en charge par l'acheteur ou le vendeur. Et ensuite, les frais de notaire sont variables en fonction du prix de la maison et en fonction du nombre de pages que comportera l'acte. Donc, c'est généralement... Et les prix sont fixés par l'État. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Donc on va parler en concernant les différences entre les costas, les principales costas méditerranéennes, dont je vais vous donner les grandes caractéristiques et dans quel but les gens choisissent ces costas. Alors la Catalogne, Costa Brava, elle est très demandée. La Catalogne, c'est la région la plus demandée des francophones. Savoir que cette année, la Catalogne va recevoir 23 millions de touristes. Voilà, par rapport à la population générale, on parle de chiffres effarants importants cette année. On va dépasser les 100 millions de touristes en Espagne. Un cinquième de la demande, elle est faite sur la Catalogne avec les îles Baleares également. Voilà. Beaucoup de francophones demandent la Catalogne. Pourquoi? Parce que c'est assez accessible, très proche. Les grandes villes, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nîmes achètent énormément par là parce que en un week-end ils peuvent s'y rendre facilement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de demandes sur cette région-là, la Catalogne. Par contre, c'est une des régions les plus chères. Faut faire attention. Alors, caractéristiques de Costa Brava, sauvage, montagneuse, parce que vous avez des criques proches de la France. Voilà, résidence secondaire de charme. C'est exact. Vous avez des villes, dernièrement, j'étais sur San Felipe de Guixols, c'est vraiment joli, pas très loin de Playa del Aro. Voilà. Et prévoir un budget assez élevé. Ensuite, en bas, vous avez la Costa Dorada, Catalogne Sud, plage de sable, famille espagnole, moins touristique, mais il commence à y avoir un peu de monde. Famille avec enfants, budget raisonnable. Donc là, vous avez des villes telles que, bon, la plus connue, c'est Salou, Cambrils, Miami Playa, Meilla de Mar, Vandellós, Alcanar, le delta de l'Ebre, voilà, Ampolla, Amposta, tout ceci c'est la Costa Dorada. C'est ce qu'on appelle la Catalogne Sud. Ensuite, vous avez la Costa Blanca. La Costa Blanca qui démarre à côté de Peñíscola, ça fait partie, c'est la Costa Valenciana exactement. La plus grande ville étant de la Costa Blanca, c'est Alicante. Alicante et Costa Valencia, c'est Valencia. Attention. Très ensoleillé, varié, très prisé par des étrangers. Là, on trouve beaucoup de retraités, des familles et beaucoup d'investisseurs parce que au niveau locatif, ça c'est intéressant. Et il y a moins de contraintes au niveau des licences touristiques sur la Costa Blanca que sur la Catalogne. Il faut faire attention. Sur la Catalogne, ils ont supprimé, stoppé les licences touristiques. Ensuite, en dessous de la Costa Blanca, la Costa Cálida, Murcia, où là les prix sont très accessibles, moins connus, par contre, climat très sec, très aride. Accès pour les petits budgets, c'est la côte, c'est la région où il y a le meilleur rapport qualité-prix. Petit budget, recherche d'authenticité. Par contre, c'est assez désertique aussi. Plus bas, vous avez la Costa d'Almeria, semi-désertique, calme et en développement. Acheteur pionnier, amoureux de grands espaces, voilà, où les tarifs, San Juan de los Terreros, Pulpi, voilà, c'est des régions en plein essor. Ensuite, vous avez la Costa tropicale, microclimat, montagne, plage de galets, par contre c'est l'inconvénient, budget moyen, amoureux de la nature. Là on trouve, c'est les villes de Salobreña, Muñecar, La Herradura, ainsi de suite. Voilà,
Costa Tropical. Et ensuite, il y a Costa del Sol, Malaga, très touristique, qui est devenu très en vogue. Aéroport, service haut de gamme, pour les retraités aisés, bon, du côté de Mijas, du côté de Marbella, pour les expatriés et les investisseurs. Voilà. À savoir, plus on descend vers le sud, plus le climat devient chaud et sec. Les prix baissent dans certaines zones, aussi moins isolées et mal desservies. Ça, c'est plutôt vers l'intérieur des terres. Donc, choisir la bonne ville, quelle ville choisir, ainsi que la station balnéaire. Chaque costa possède des stations très différentes, voilà, les unes des autres. Voici quelques critères essentiels à prendre en compte. Accessibilité. Toujours regarder s'il y a un aéroport international à proximité. Transport public fiable. Voilà. Connexion facile depuis la France. Qu'on puisse y aller en voiture, qu'on puisse y aller en train, qu'on puisse y aller en avion. Et là, faites attention qu'il y a des compagnies aériennes. Généralement, Ryanair a supprimé beaucoup de liaisons. Donc faites attention en fonction des accès. L'environnement. Est-ce que vous préférez une ville dynamique, un village espagnol authentique ou une urbanisation balnéaire moderne? Voilà. Êtes-vous attiré par la vue mer, proximité des montagnes ou le mixte? Campagne, tout en étant la campagne, mais proche de la mer. On peut trouver ça aussi du côté de la Costa Tropical, où vous avez la Sierra Nevada, où on n'est pas très loin il y a le bord de mer, plus la Sierra Nevada derrière. Les services à l'année. Y a-t-il des commerces très importants, ouverts toute l'année? Est-ce qu'il y a un centre médical, une école, des banques ou des services publics? Beaucoup de stations balnéaires qui sont super en été sont vides en hiver. Dans les guides touristiques qu'on a fait avec Anita, tout ceci est bien indiqué. Vous allez peut-être tomber amoureux d'une station superbe en été, mais c'est loin d'être évident quand c'est l'hiver. Même sur la Costa Brava, j'en ai fait l'expérience encore avec un client qui voulait un beau côté du côté de Bégour, il voulait vers Satuna, Calais, les Palafuguel, Yafran, ce sont des stations superbes, mais en hiver, comme on dit en Espagne, ni un gâteau, pas un chat. Donc faites attention, tributeur de la voiture pour les commerces et autres. Donc là, il fallait aller à Palafuguel, il fallait faire 25-30 km pour trouver un magasin ouvert, pour vous dire. Très attention, très important. L'importance du village si ça vit toute l'année. Donc, s'il y a les hôpitaux, cliniques, transports routiers, routes modernes, voilà. Très important, un point qui vient de plus en plus à l'heure actuelle, s'il y a une bonne réputation, au niveau, en termes de sécurité, au niveau prestige et au niveau de qualité de vie. Voilà. Donc là, ça c'est dans la mise à jour du guide pour septembre-octobre. C'est une partie importante où je vais mettre quand même les risques qu'il y a dans certaines villes au niveau de la délinquance, et ainsi de suite. Ça peut servir à certaines personnes. J'avais également fait un guide sur les risques sismiques et les risques de zones inondables aussi, très important. Voilà. Donc, typologie des logements disponibles. Est-ce que vous préférez un appartement en résidence sécurisé, une maison de village, ou une villa individuelle, ou carrément, ce qui est de plus en plus demandé, une finca rurale? Attention, les biens ne sont pas les mêmes d'une zone à l'autre. Les maisons sont plus fréquentes dans le sud que sur la Costa Brava, par exemple. Oui, Costa Brava, on en trouve aussi, mais il faut se reculer. Il faut être un peu à l'arrière-pays. En bord de mer, les villas, on en trouve aussi, mais elles sont hors de prix. Notamment du côté de Cadaqués, notamment Rosas, San Felipe de Quixol, Playa del Héros. Non, Playa del Héros, essentiellement des appartements, il n'y a pas de villas. Les villas sont du côté de Palamos, Calorre, ainsi de suite. Vous voyez. Ensuite, potentiel de valorisation à la revente et également le pouvoir locatif, pouvoir de location. Voilà. Si vous pensez à la revente, à la location saisonnière, à la demande touristique locale, et c'est un critère clé. Et il n'y a pas de mystère. Localisation, localisation, localisation. Voilà. Donc, ce qui est pas cher, si c'est pas cher, si c'est pour acheter un truc pas cher ou c'est un trou, faites attention. Même les lézards auront du mal à y aller. Voilà. Faut toujours penser à la revente quand vous achetez un bien.
Vérifiez les règles locales de la location courte durée. Certaines communes restreignent fortement, et notamment avec les dernières normes, avec les 3/5 des propriétaires quand c'est des résidences. Il faut l'accord de tous les propriétaires quand c'est un appartement. Vous n'aurez pas ce problème-là quand c'est une maison individuelle ou une maison avec piscine commune. Voilà. À quoi faut-il faire attention avant d'acheter? L'acheter en Espagne peut être très sécurisé, conscient d'être bien accompagné. Quelques pièges à éviter. Vérifiez la légalité du bien. Est-ce que le bien est cadastré? Est-ce que le bien a un titre de propriété clair? Est-ce qu'il est bien enregistré au registre foncier? Possède-t-il une licence d'habitation? Ce qu'on appelle une cédula de habitabilidad. Ou la licencia de primera occupation, ou segunda occupation quand c'est une revente. Attention aux zones rurales et protégées. Beaucoup de propriétés en campagne, ce qu'on appelle casas rurales, chalets, casa de campo, ont été construites sans permis dans des zones non constructibles, où ils ont été achetés sur des terrains ruraux. Donc pourquoi? C'est des terrains agricoles. Donc ces irrégularités peuvent bloquer une vente ou empêcher une rénovation. Vous pouvez acheter une maison ou une casa rurale qui n'a pas été construite, dont vous allez demander un permis de construire pour faire une rénovation, ça va vous être interdit par la mairie. Faites attention. Lo barato puede salir caro, comme on dit. Le pas cher peut vous revenir très cher en Espagne. Il suffit d'être prévenu, quoi. Voilà. J'ai vu sur un post dernièrement, sur un autre groupe, où la personne, bon, d'origine, bon, c'était un couple mixte, le monsieur espagnol dit, oui, mais ça a toujours été comme ça en Espagne, les gens achètent les fincas rurales. Oui, mais c'était l'Espagne d'avant. Là, les normes changent. Il faut se mettre au diapason. Ils sont en train de repérer toutes les maisons fincas rurales avec des systèmes de drones, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque à gagner au niveau des taxes d'habitation qui concernent l'IBI, et beaucoup de ces maisons payent simplement l'IBI agrario, c'est-à-dire c'est normal, l'IBI du terrain. Pourquoi? Parce que la maison n'est même pas déclarée. Bon, ensuite, il faut vérifier sur l'année de construction et le type de construction. Et alors, certaines maisons, suivant les régions, ils ont donné des facilités pour légaliser les maisons. Certaines sont légalisables, d'autres pas. Donc, c'est toujours au cas par cas. Bien sûr, faites aussi demander un diagnostic technique et des charges. Est-ce qu'il y a des travaux prévus de la copropriété? Est-ce qu'ils sont à jour des charges, les demoras? Voilà. Pas mal. Attention aux barrières linguistiques. En Catalogne, beaucoup de documents sont en catalan. Donc, et en espagnol, bien sûr, tous les documents officiels sont en espagnol. Il peut y avoir des contradictions aussi. Donc, à l'heure actuelle, même maintenant, pour signer un acte notarié, on vous oblige à avoir un traducteur officiel qui sera là en mesure pour vous traduire l'acte. Voilà. Quelque part, il faut être accompagné par un professionnel neutre. Faire attention, voilà, éviter de signer quoi que ce soit sans un avocat en droit immobilier ou un conseil indépendant. Ne jamais confier d'acompte directement à un vendeur sans garantie bancaire et en bien vérifiant le type de contrat que vous avez signé. Est-ce que c'est un contrat de réserve, un contrat de arras, quelles sont les clauses suspensives à y insérer, ainsi de suite. Donc, vous voyez, pour bien choisir une costa et une ville, ce n'est pas une question de climat ou de prix, c'est surtout une question de style de vie, d'objectifs personnels et de sécurité juridique. Voilà. Donc, chaque projet est unique. Ce qui convient à un retraité français ne conviendra pas à une famille avec enfants ou à un investisseur locatif. Donc, cuidado, cada persona es diferente. Chaque personne est différente. Voilà, donc, pour les accompagnements, bon, comme si vous désirez acheter sereinement, je peux vous donner des conseils pour le choix de la région, de la ville, des visites ciblées pour faire les vérifications juridiques des biens, négociation, ouverture de compte bancaire, bon, le NII, notaire, voilà. Ça, c'est pour les grandes généralités. Oui. Concernant pour choisir sa costa. Bon, on va commencer à parler du vif du sujet. Donc, vous voyez, 19h36, donc deuxième demi-heure, deuxième partie. Voilà. Vivre ou investir sur la Costa Blanca, nord ou sud? Quelles sont les grandes différences? Alors, ça va pour le moment, tout va bien? Est-ce que vous me suivez?
Oui, pas ici, je suis allé en vacances à Almeida de Mar. Bon, moi personnellement, j'ai une maison à Almeida de Mar. D'ailleurs, le siège de ma société est à Almeida de Mar. Par contre, c'est ma résidence principale, mais pour le moment, je la mets en location saisonnière. Donc voilà, c'est très bien, mais c'est un peu mort en hiver. Sébastien Mollet, dites d'où vous me voyez, ainsi de suite. Sacha, merci de l'info, oui. Bon, mais n'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse y répondre par la suite. Bon, est-ce que ça vous convient pour le moment, le grand débriefing que j'ai fait concernant le choix de la Costa ou de la section balnéaire? Bon, j'ai été assez rapide pour vous faire un bon petit panorama de l'ensemble. Là, maintenant, on va parler concrètement de la Costa Blanca Nord et la Costa Blanca Sud. Alors, concrètement, c'est quoi la Costa Blanca Nord? Ça va, la ville principale, c'est Dénia, Costa Blanca Nord, et Alicante va être la charnière pour la Costa Blanca Sud. Et ensuite, ça va être d'Alicante jusqu'à Costa Blanca Sud, ça va aller jusqu'à Murcia, un petit village qui s'appelle San Pedro Pinatar. Et là, c'est déjà la Costa Cálida, qui fait partie de Murcia. Donc, Costa Blanca, littéralement côte blanche, Costa Blanca, s'étend sur plus de 200 km dans la province d'Alicante. C'est une destination préférée des francophones. Il faut savoir que beaucoup, quand j'avais la centrale de réservation Kirosimo, j'envoyais chaque année sur toute l'Espagne 25 000 familles. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pour ça que j'ai quand même une maîtrise de toutes les stations. Et on faisait faire un sondage avec les points positifs et les points négatifs de chaque station. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont innées pour moi, que j'arrive à connaître parfaitement. Chose que vous avez pu voir sur les guides, qui ont été transparents, parce que chaque année je m'y rendais, et la Costa Blanca était une des régions les plus demandées. Voilà, notamment en vacances, la Costa Blanca Nord, avec des villes telles que Dénia, Javea, en valenciano c'est Javia, Moreira, qui fait partie de Teurada, Benissa, Altea, Calpe, voilà. Et ensuite, on arrive à, ça c'est pour moi, c'est le top de la Costa Blanca. Dénia, Javea, Moreira, Altea, Calpe, Benissa. Ça s'arrête à Altea. Ensuite, plus on descend un peu plus en bas, c'est la Costa Blanca Nord. Mais pour moi, c'est un peu plus, je dirais, population, grand tourisme. Vous avez Villajoyosa, vous avez Campello, et ainsi de suite. Et après, on arrive du côté de entre Altea et Villajoyosa, vous avez au nord, vous avez Benidorm aussi, Albir, un peu la verrue de la Costa Blanca. Vous avez des grandes gratte-ciel, le Manhattan local. Voilà, qui plaît à certains Français, attention. Alors l'avantage de la Costa Blanca Nord, paysage naturel, montagneux, vous avez des criques, des falaises, des pins, des vues spectaculaires sur la mer. Il y a un site qui est superbe entre Javea, entre Dénia et Javea, qui s'appelle la Cumbre del Sol. On n'a pas parlé aussi, c'est un petit village qui s'appelle Benitachel. Vous avez une vue mer à 360 degrés, à 180 degrés, je dirais. Voilà. Voire même, c'est à la Cumbre del Sol, ils appellent ça, c'est la Cumbre del Sol, qui fait partie de Benitachel. Et là, vous avez une vue magnifique. Par temps clair, on peut voir les îles Baléares, on voit Ibiza, et vous voyez jusqu'à Benidorm, on voit les gratte-ciel Benidorm. Si vous avez un télescope, ça peut aller très loin. J'ai fait énormément, j'ai beaucoup loué dans ce secteur-là, du côté de Benitachel, la Cumbre del Sol. Une ville qui se trouve entre Dénia, entre Javea et Moreira. Voilà. La route qui va de Dénia à Javea, superbe aussi. Vous avez
Rotas, vous savez. Il y a la plage, la grande plage de Denia, c'est Las Marinas, mais ensuite à la plage où vous avez les gens qui font de la plongée, c'est Rotas. Et ensuite vous avez une route qui serpente, qui va vers le Cabo de la Nao et qui arrive à Javea. Donc les paysages naturels, criques, falaises, comme je dis, climat très doux, grâce à l'altitude et à la végétation, il y a toujours un peu de vent qui souffle. Ambiance très paisible, très résidentielle, moins urbanisée, c'est-à-dire urbanisé, il y a énormément de villas, la plupart sont équipées de piscines privées, avec un charme méditerranéen et traditionnel. Bien de charme, beaucoup de villas avec vue mer, maisons typiques et urbanisation bien intégrée. Il y a certaines fincas qui sont sur l'arrière-pays de Benissa. Il y a des gens qui connaissent, mais à l'époque, on pouvait trouver entre 150 000 à 200 000 euros une maison dans ce coin-là. Maintenant, mettez le double, entre 250 à 350, voire 400 000 euros pour avoir quelque chose de bien. Et là, c'est une fincas rurale. Vous serez à 7-8 km à l'intérieur des terres. Sur le bord de mer, du côté de Denia Javea, une villa avec piscine, 3 chambres, minimum 450 à 500 000 euros. Et ça va bien plus. Vous avez des propriétés magnifiques. Là, on parle en milliers d'euros. Alors, vous avez des communautés d'artistes et de retraités actifs, notamment à Altea, Javea. Vous avez également beaucoup de restaurants gastronomiques, dont beaucoup de chefs aussi. Donc, il y a énormément de biens de charme. C'est pas un tourisme de masse, loin de là. Voilà, moins de tourisme, on le retrouve plus sur la Costa Blanca Sud, où il y aura beaucoup plus d'Espagnols aussi. Inconvénient de la Costa Blanca Nord, prix plus élevé en raison de la rareté du foncier et de la demande internationale. Par contre, je reproche que ces derniers temps, sur les flancs de montagne, notamment sur Morera, sur Calpe, ils ont trop construit. Voilà. Très inconvénient aussi, il y a adaptation au sol, relief très contraignant, nombreuses maisons sont en pente, d'où flanc de colline. Donc problème, quand vous avez un certain âge, il faut descendre les escaliers avec des marches, etc. Ça peut-être, vous aurez une superbe vue, mais l'inconvénient c'est qu'il faut descendre des marches, ou les monter parfois. Tout dépend comment est servie la villa. Moins de plages, vous aurez moins de plages de sable fin, sauf celle de l'Arenal, sauf Denia, Las Marinas. Vous aurez beaucoup de criques, de superbes criques. Criques Ambolo, Playa de Ambolo, la Granadella, du côté de Javea, sur Morera également aussi énormément de petites criques. C'est vraiment un bon quartier. Services parfois éloignés, oui, concernant les services médicaux, donc vous aurez ça sur Teulada, sur Benissa, ville, à l'intérieur des terres, ou une grande ville aussi, bon, Denia, vous avez il y a un hôpital, Calpe, il y a un hôpital aussi, Altea aussi, voilà. On va parler de la Costa Blanca Sud, moderne, ça c'est moderne, accessible et ensoleillée avec de très grandes plages. Bon, vous avez la principale ville de la Costa Blanca Sud, ça démarre à Alicante, El Altet. Ensuite, vous avez Santa Pola, Guarda de Mar, Torrevieja, que beaucoup de gens connaissent, Orihuela Costa et Pilar de Rodada. Par contre, moi j'ai un petit bémol pour Torrevieja. Torrevieja, certes, c'est une ville qui est en plein essor, mais vous avez... elle a perdu son charme, quoi. 90% de cette ville, que des étrangers, il n'y a pratiquement pas d'Espagnols. Voilà. Et c'est du mauvais tourisme. Tourisme de masse. Passez-y une semaine ou 2 semaines en vacances et vous vous rendrez compte de l'état de la station. Sinon, vous avez des villes qui sont très agréables, Santa Pola, Guardamar, Del Segura. Et ensuite, un côté que j'aime bien, moi, c'est Orihuela Costa et Pilar de Horadada. Voilà. Là, c'est superbe, de très belles plages de sable fin, de
des criques aussi, très bonne gastronomie, là aussi, prédominance d'une clientèle anglo-saxonne, notamment scandinave, norvégien, enfin norvégienne, suédois, beaucoup de Britanniques. Alors, par contre, vous ne verrez pas beaucoup de voitures britanniques. Pourquoi? Parce qu'ils viennent tous en avion. Et ça, il faut savoir que c'est quand même les premiers acheteurs de l'Espagne. Les Britanniques font partie des premiers acheteurs depuis de longue date. Et c'est pour ça que moi, je récupère beaucoup de biens qui appartiennent à ces Britanniques. Et je regarde aussi, j'ai des très bons contacts avec les agences anglo-saxonnes. Donc, l'inconvénient ou avantage, il faut savoir parler anglais. Bon, moi, j'ai pas de problème, j'ai cette compétence-là. Et il y a des agences britanniques sérieuses. Par contre, toutes ne sont pas fiables. Il faut faire attention. Généralement, vous avez aussi des agences dernièrement qui sont créées. Par exemple, sur Torrevieja, je vais vous donner un chiffre qui va vous étonner. Il y a plus de 350 agences sur Torrevieja. C'est énorme. Pourquoi? Parce que il y a énormément de demandes, donc ils sont tous affairés. C'est pour ça que moi je les laisse se battre entre eux parce que c'est du n'importe quoi. Beaucoup de Belges s'y rendent, dernièrement beaucoup d'Ukrainiens ont acheté aussi. Donc il y a des quartiers phares, il faut faire attention d'éviter. Vous avez le quartier, le meilleur quartier de Torrevieja, c'est en allant vers Orihuela. Il faut se rapprocher d'Orihuela du côté de ce qu'on appelle la Mata. Là, c'est superbe. Tourisme de qualité. Donc, avantage de cette Costa Blanca Sud, longue plage de sable fin, parfaite pour les familles, et une offre immobilière variée. Vous avez des appartements neufs, ça construit, ça continue à construire. Vous avez des maisons mitoyennes. Par contre, faites attention, il y a beaucoup de programmes neufs qui sont en train de se faire, qui se sont faits. J'appelle ça, c'est les maisons des pitoufos, c'est les maisons boîtes à chaussures. Elles sont toutes les unes aux autres, et ils mettent une piscine, c'est plutôt un bassin d'arrosage, une mare à canard. La piscine, elle fait 3 mètres par 4, voilà. Et bon, ça convient à certaines personnes. Beaucoup de Belges achètent, mais c'est pas achètent ce type de produit. Donc il faut faire attention aussi. Par contre, elles sont aux normes, avec des tarifs très accessibles. Vers l'intérieur des terres, ben, vous avez aussi les villes telles qu'Orihuelas et tout l'intérieur des terres. Il faut faire attention, il y a des zones qui sont inondables dues aux barrancos. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand fleuve qui s'appelle Sigura, c'était des terrains agricoles où il y a encore du maraîchage, donc il faut faire attention. Beaucoup de zones, même en zone agricole, les permis de construire sont donnés par les mairies, donc les services urbanistiques, dont ils ne tiennent pas compte de ce facteur-là. Donc faire attention d'acheter des maisons justement qui sont dans ces zones-là. Voilà. Bon, commodité, centres commerciaux, vous avez de très grands centres commerciaux, bien sûr, qui répondent à cette demande. Il y a les hôpitaux, il y a une infrastructure internationale, vous avez des écoles internationales. C'est un relief plat. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de maraîchage, donc c'est assez plat. Climat très ensoleillé. Voilà. Inconvénient, gros inconvénient, urbanisation très dense, avec des zones très construites, parfois sans charme. C'est le cas de Torrevieja, c'est le cas de certains quartiers de Guardama, certains quartiers de Santa Pola, voilà, où ils ont fait de la construction massive. Voilà. Inconvénient aussi, présence massive d'étrangers, notamment britanniques et scandinaves. Ambiance bien moins espagnole, dont le charme espagnol commence à être à s'effacer. Il y a un côté qui est très côté aussi, c'est vers l'intérieur des terres. On est un peu dans l'RPI. Vous avez Catral, Dolores, Villena. Voilà, c'est les secteurs plus tranquilles où c'est beaucoup plus autochtone, beaucoup plus authentique. Vous aurez une construction traditionnelle et là vous pouvez trouver des fincas à des tarifs intéressants. Voilà, mais
toujours pareil aussi, il faut faire attention, il faudra faire les vérifications qui s'imposent, notamment les vérifications juridiques et les vérifications urbanistiques. Point important, on fait souvent appel à un avocat. Attention, encore faut-il choisir le bon avocat. Avocat en droit immobilier et colegiado, ça veut dire avec un collège. Un gestor n'est pas un avocat. Attention, les avocats sont très bien pour regarder s'il y a des dettes, si les contrats sont bien faits, mais au niveau urbanistique, ils délèguent cette partie-là, parce que c'est pas de leur compétence. Donc, le côté urbanistique pour les fincas, faire attention, surtout celles des fincas où il faut régulariser, les fincas où il y a des problèmes. Est-ce que le terrain, est-ce que tout a été déclaré, est-ce que ça n'a pas été déclaré? Et c'est normal, ce n'est pas de la compétence d'un avocat. Un avocat ne se déplacera jamais sur un bien. Il se déplacera éventuellement pour vous assister au notaire, mais pour voir la maison, il ne se déplacera pas. Ni même pour un appartement. Donc beaucoup, moi ça me fait rire, beaucoup de gens, ah mais j'ai eu mon avocat qui a fait tous les contrôles. Tu parles. Il y en a certains, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils travaillent, ils savent que c'est pas leur compétence, donc ils sous-traitent un architecte ou un perito, justement pour faire les mesures qui s'imposent et les contrôles qui s'imposent. Comme je dis, chacun sa compétence, cada uno su trabajo. Voilà. Chacun son travail. Alors, certains font appel aussi à des gestors. Gestor, c'est un agent administratif. Il n'a pas les compétences juridiques pour vérification du bien, au niveau juridique pour l'élaboration des contrats. Donc, ça aussi, faites attention. Comme on dit en Espagne, lo barato es caro. Le pas cher revient très cher parfois. Attention. Alors, quel secteur choisir pour acheter sur la Costa Blanca Nord ou Sud? Tout dépend de vos priorités personnelles. Vos priorités, vous désirez le charme, la tranquillité, la nature. Sans hésiter, Costa Blanca Nord, Morera, Benissa à l'intérieur des terres, ou Javea si vous avez les moyens, ou Altea. Un bon rapport qualité-prix, service accessible, soleil garanti, Costa Blanca Sud, Guardamar, Orihuela, Costa, et pour ceux qui ont les budgets, pour ceux que ça ne dérange pas le tourisme de masse, bien sûr, Torrevieja. Mais soyez prévenants, faites attention. Une ville dynamique et connectée. Bon, vous avez Alicante, la principale ville. Il y a un aéroport, train, plage culturelle, donc à mi-chemin entre le nord et le sud. Voilà, il faut savoir que c'est l'aéroport international, c'est El Altet, très grand aéroport. Et l'aéroport le plus important aussi, il est plus au nord, du côté de Valencia. Voilà. Donc à retenir, le nord plus authentique, plus cher, plus exclusif. Le sud plus accessible, plus pratique et plus vivant. Voilà. Donc, quelle que soit votre préférence, la Costa Blanca, elle offre un bon rapport, une bonne offre de qualité de vie exceptionnelle. Et à seulement 2 heures d'avion de vol de la France. 2h30, 3 heures depuis la Belgique. Voilà. Est-ce que ça répond un peu à votre demande? Bon, je ne suis pas rentré en profondeur sur les stations, sur les urbanisations. Voilà, sur certains guides que j'ai fait, Costa Blanca Nord et Costa Blanca Sud. Voilà, Costa Blanca Nord, je crois que c'est un guide qui fait déjà 150 pages. Et la Costa Blanca Sud, parce qu'il y a énormément de demandes. Là, j'ai développé vraiment toutes les villes. On est arrivé à peu près à 210, 220 pages concernant ce guide. Benoît Brio, ouais, d'accord avec vous pour Torrevieja. Crisca, oui. Alors, est-ce compliqué, par exemple, bon, alors maintenant, voilà, il est 20h, donc je vais faire une demi-heure de questions-réponses. Marquez-moi toutes les questions, vous direz où je pourrais répondre sur le live. D'accord? N'hésitez pas à mettre votre adresse mail, je vous enverrai un guide qui va résumer tout ce que je viens de vous dire et avec un peu plus d'informations concrètes. Alors Chris, est-ce compliqué par exemple si vous voulez agrandir la maison, facile ou compliqué? Bon, si la maison est déjà, si c'est une maison
dans un terrain urbain, ce qu'on appelle terrain urbano, où il y a un permis de construire, il n'y a pas de problème. Si elle remplit le code de nidification de la construction, il n'y a pas de problème. Et il faut qu'elle réponde aux normes du PGO. PGO, c'est l'équivalent du PLU en France. Le PLU en Belgique, je ne sais pas, en France, c'est le plan local d'urbanisme. Et ensuite, un facteur très important, le coefficient d'édificativité, c'est-à-dire le coefficient de construction en Espagne. Le COS en France, coefficient d'occupation des sols. C'est-à-dire qu'un terrain de 1000 m², il y a un COS de 0,20, dont on peut faire 200 m². En Espagne, c'est pas 1000, c'est le coefficient d'édificabilité. Voilà, dont on tient compte de tout ça. Combien faut-il compter en plus du prix d'achat de frais global? Alors c'est variable, j'ai commencé à vous le dire au départ, tout dépend du lieu, de la région. Bon, la Costa Blanca, ce sera l'ITP 10%, attention, ah oui, différence entre construction neuve et construction d'occasion, revente. Construction neuve, attention, quand vous achetez un programme neuf d'un promoteur immobilier, vous ne payez pas l'ITP, vous allez payer l'IVA, Impuesto de Valor Añadido plus l'impôt AJD. C'est un impôt de 1,5% de la valeur du bien, plus les frais de notaire. Voilà. Alors que quand c'est un bien d'occasion, une revente, vous ne paierez que l'ITP. L'IVA, par contre, elle est générale, on la paye, elle est de 10% sur toute l'Espagne. Et sur toutes les régions d'Espagne. Par contre, nuance très importante, si vous achetez un terrain urbano, là vous aurez 21% de TVA. Et vous aurez la TVA aussi de 21% si vous faites appel à un constructeur ou si vous construisez en autopromotion vous-même, ou alors si vous achetez à travers un promoteur, là vous allez payer 10% de TVA. La IVA, ce qu'on appelle. Alors, agriculture de masse autour de Murcia, que dire en termes de pollution? Oui, ben, l'agriculture de masse, on l'a à Murcia, on l'a à Almeria, on l'a du côté de la Costa Tropicale, oui, là où vous avez la mare des Plasticos, du côté del Ejido, essentiellement. Bon, et c'est pour ça que les biens, les promoteurs on fait des programmes du côté de Murcia. Bon, attention, Murcia, là c'est la Costa Blanca Sud, là c'est plus blanc que la Costa Blanca Sud. Là on arrive du côté de Lorca, du côté de Fortuna, du côté d'Abanillas. Vous avez dans l'époque glorieuse, en 2008, vous avez des urbanisations entières de maisons qui ont été construites par des promoteurs véreux et elles sont un peu à l'abandon. Faire attention, pourquoi? Parce que vous avez construit sur des terrains qui étaient à la base au départ agricoles, dont avec des sources pas très loin aussi de rivières, avec de zones inondables, dont là-bas c'est la Vega del Segura. Très attention, il y a un gros paragraphe que je mets sur le guide Costa Blanca Sud. Il faut faire attention où vous achetez ces maisons. Toujours prendre des maisons avec una cámara de aire, c'est-à-dire un vide sanitaire. Vide sanitaire à 30-40 cm et non pas de plein pied sur radier. Hola José, est-ce que la région de Camposon est une région sécurisée? Les prix sont intéressants, mais oui, mais justement, j'en parlais. J'ai bifurqué 2 clients qui au départ avaient acheté sur Camposon. Attention, il y a 2 secteurs qui sont bien, mais il faut faire attention aussi. Il faut faire un diagnostic. Je l'ai énoncé tout à l'heure. Camposol, c'est une urbanisation où les tarifs sont pas chers parce que ça a été construit sur des terrains agricoles où le maire de l'époque a été corrompu et où aucune maison a le permis de construire. Donc pas de cédula d'habitabilité. Attention, faut faire. Alors certaines personnes, certaines maisons, si elles répondent à certains critères de difficulté et en fonction de l'année où elle a été construite, on peut la rendre légale. Donc là, vous pouvez faire un bon coup. Par contre, les personnes qui vous vendront ça, même les agences, ne vous diront jamais que ce sont des maisons illégales. Parce que vous verrez plein de maisons, c'est simple, beaucoup de Britanniques se sont fait avoir et sont en train de vendre.
Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des lettres de l'urbanisme de Camposol. Camposol, attention, ça fait Camposol, là on parle, c'est Murcia. Ça dépend de la mairie de Mazarón, Puerto de Mazarón. Et ils sont devenus très draconiens, donc si les propriétaires ne se mettent pas au jus de légaliser ces maisons, avec possibilité d'avoir des pénalités, plus un truc vraiment énorme par la suite, risque de démolition, très important, donc ne vous faites pas avoir. Et nous on aime Orilla Cuesta, voilà, Cuesta, Orilla Cuesta, ce n'est pas Murcia. Et la différence, c'est Camposol, vous achetez une maison à 300 000 €, vous aurez l'ITP 3 x 8, 24 000 €. La même maison, 300 000 à Orihuela, vous la paierez 10%, donc 30 000 €. C'est plus cher. Orihuela, l'ITP fait partie de la Comunidad Valenciana, donc Alicante, vous paierez 10% de plus. Quel est l'endroit le plus raisonnable d'Orihuela Cuesta? Gracias. Ben, vous m'envoyez un mail. Moi, je connais les coins par cœur. Il n'y a pas de problème. Kevin, bonsoir. Voilà, un jeune couple qui a acheté sur San Fulgencio, justement sur la Costa Blanca Sud, une petite maison, et ils disposent d'un superbe appartement à la vente sur Dénia. Comme ils veulent s'installer, donc ils veulent vendre leur appartement sur Dénia. Donc n'hésitez pas à les contacter. Alors, Murcia en ce moment, ça se bat, oui, attention, oui, ce sont les ouvriers, oui, c'est ce qu'on appelle, je le disais tout à l'heure au niveau politique, c'est un quartier qui s'appelle Torre Pacheco. Pourquoi? C'était à prévoir. Moi, je ne loue jamais, je n'ai jamais incité les gens à acheter là-bas. Pourquoi? Parce que c'est une zone de non-droit, il y a des quartiers un peu à zone, c'est simple. C'est une zone agricole. Donc beaucoup d'immigrés marocains qui travaillent, qui sont quand même notables pour ces gens. Mais là, dernièrement, il y a eu une vague d'immigration assez importante, dont ils se sont réunis avec ces gens-là, ils ont créé des perturbations locales. Voilà. Et donc ça fait la une des médias espagnols. Je crois que même ils ont fait un article sur un média français également. Voilà. Torre Pacheco. La ville qui se trouve à peu près à 40-50 km du littoral de la Costa Calida, de la Cartagena. Une ville en bord de mer qui est très agréable, mais faire attention au problème d'inondation, c'est Alcázar, San Javier, je préfère, et San Pedro Pinatar, je préfère, qui se trouve juste à côté de Orihuela Costa. Toutes les urbanisations autour de Orihuela Costa sont un bon compromis. Voilà, là, je travaille avec une dizaine d'agences anglaises. Pourquoi? Parce que elles répondent à mes critères, je leur donne un cahier des charges et elles l'appliquent, sinon c'est pas la peine. Bien sûr, j'ai mes agents classiques espagnols, voilà. Par contre, je ne travaille avec aucune agence française, je le dis bien, aucune. Mucho pirata et aucune agence belge. Bon, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des agences sérieuses qui commencent à connaître les rouages, voilà, mais elles cachent beaucoup de choses. Et malheureusement, ces gens-là squeezent leurs compatriotes. Le nombre de Belges qui se font avoir avec les agences sur Torrevieja, c'est effarant. Il faut faire attention. Penivilla, oui, après chaque cas est un cas particulier, parce qu'en Espagne, il y a beaucoup ce qu'on appelle des zones urbanisation. Alors aussi, vous avez il y a de gros capitaux britanniques et scandinaves qui se sont implantés du côté de Orihuela Costa et du côté de Murcia, et ils ont construit ce qu'on appelle des resorts, dont ils ont mis les moyens qu'il fallait, mais c'est des resorts entre guillemets à tendance un peu anglo-saxonne, un peu style Floride, où là, la villa, vous n'aurez pas de problème, elle sera aux normes, avec des beaux jardins, ainsi de suite. J'en ai visité quelques-uns, magnifiques. Par contre, là, les villas, c'est entre 400 à 500 000 €, avec vigile à l'entrée, service de sécurité, contrôle, 24 heures sur 24, il n'y aura aucun problème. Voilà.
ce sera pas une fincas sur un terrain où il n'y aura aucun contrôle, vous serez pratiquement tout seul. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des espaces assez larges, de minimum 5000 à 10 000 mètres carrés, pour que la construction soit fiable et soit valable en tant que finca rustica. Il y a un promoteur hollandais justement construit des maisons dans ce secteur-là sur des parcelles de 10 000 mètres carrés. Voilà, des maisons toutes modernes aussi et qui répondent à ces normes-là. Alors, pour un côté, par exemple, vers Alicante ou Cartagena, attention, Alicante, c'est la Comunidad Valenciana, et Cartagena, c'est Murcia, rien à voir. Dans un état moyen, 125 mètres carrés habitable, avec terrain de 1000 à 3000 mètres carrés, avec garage ou dépendance. Mais j'ai aidé 2 personnes qui ont cherché, qui ont pris ma formule accompagnement 2. J'aurais donné des listings d'agences et de biens à consulter. Elles ont trouvé des biens entre 250 à 350 000 euros. Voilà. Donc elles ont visité par elles-mêmes. Et moi derrière, j'étais là pour faire les vérifications. Et j'aurais donné. Et ça s'est bien passé. Donc on peut trouver dans ce coin-là. Moi, je vous conseille plus du côté de vers Alicante que du côté de Cartagena, à cause des problèmes d'inondation et où les maires, justement, sont beaucoup plus conciliants du côté d'Alicante aussi. Attention, oui, et pour remettre en état de... Bon, si c'est des travaux de rénovation intérieure, pas de besoin de permis de construire, ce qu'on appelle permiso de obra mayor. Si c'est de l'intérieur, c'est permiso de obra menores. Dès que vous demandez un changement d'ouverture, une terrasse, construction d'une piscine, licencia de obra mayor, il faut obligatoirement passer par un architecte técnico colegiado. Donc, il faudra le rémunérer et lui va être payé au pourcentage. Donc, tenez-en compte quand vous allez faire vos projets. Pourquoi? Si vous me dites pourquoi, je ne comprends pas. Mettez votre question. Busot Alicante, mais semble correct, niveau prix. Oui, c'est normal, c'est la banlieue dortoir d'Alicante. On est en intérieur des terres aussi. Voilà, c'est pour ça. Toujours pareil aussi, acheter dans une zone terreno urbano. Si vous achetez un terreno rustico, on est tributaire des fincas. Faites attention. Pour ceux qui n'ont pas reçu qui n'ont pas commandé le guide des fincas rusticas, je vous conseille de le prendre. Ça vous expliquera toutes les nuances entre finca urbanos et finca rustico. Vous aurez tout. Tout ceci pour un investissement minime de 47 €. Voilà. Mettez votre mail et on vous enverra toutes les informations. Alors, je regarde. Est-ce que Calpe ou Mourera sont encore abordables? Ben oui, c'est toujours abordable tant que par rapport à la clientèle française, par rapport aux côtes françaises, oui. Il faut savoir que sur Calpe, notamment Mourera, les prix flambent de 10 à 15% chaque année. Attention, Calpe, faire attention, il y a des quartiers qui sont mieux que d'autres. Hein. Il y a des quartiers à éviter parce que le quartier de la Grande Montagne du côté de Maravilla qui accède vers Altea, en pleine saison, il y a un manque de pression d'eau. Donc, faites attention. Mon rêve, petite maison à Alicante, quel serait le prix minimum? Quand vous dites petite maison, c'est un petit prix. Les prix minimum. Alicante, non, attention, Alicante, il n'y a pas de maison, c'est essentiellement des appartements. Quand vous dites Alicante, il faut regarder tous les quartiers qu'il y a autour. Vous avez les quartiers tels que Muchaviel, Muchavista, Villa Franquesa, San Vicente del Raspe, Novelda, Elda, c'est toutes les villes dortoirs qui sont à l'intérieur d'Alicante. C'est là où j'ai passé ma jeunesse. Mon père avait une maison à San Vicente del Raspe, donc je connais parfaitement tout ce coin-là. Et à Serihin, José Rabello, Serihin dans les terres. Serihin, c'est pas la Costa Blanca, ça. Busot, oui, je dirais que c'est une bonne station. Est-ce que Calpe ou Mourera sont encore abordables? Oui.
n'oubliez pas que Morera et Calpe, la localisation, il vaut mieux parfois payer un peu plus cher un bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une très forte demande. Et d'ailleurs, au niveau locatif ensuite, vous arriverez à louer, ben c'est simple, hein, une villa avec piscine privée, 4 chambres, sur Morera, c'est 2000, les prix sont de 2500 à 3000 € la semaine. Une villa 4 chambres avec piscine du côté de Torrevieja, du côté de Orihuela, vous la trouverez entre 1700 à 1800 €. Déjà, vous voyez la différence. Donc, ça va sélectionner la clientèle, le type de client. Voilà. Il faut savoir que sur Morera, Altea, Javea, en ce moment, on construit des maisons, des propriétés à partir d'1,5 million à 2 millions d'euros. Je dis bien 1,5 million à 2 millions d'euros. Voilà. Clientèle haut de gamme. Sur la colline, la Comble del Sol, j'ai un promoteur, un ami espagnol, qui construit uniquement clientèle hollandaise, scandinave. Il a eu 2 clients français uniquement. Des petits programmes immobiliers, que des villas entre... bon, c'est des villas magnifiques qui dominent la mer, piscine à débordement, 1,5 million, 1,6 million, 1,5 600 000. La même villa sur la Côte d'Azur, comme il disait, il faudrait doubler le prix. Voilà. Oui, autour d'Elche, les fincas sont abordables. Oui, attention, il faut éviter les zones inondables, à côté des Riera et los Barrancos. Voilà. Ou alors, quand vous voyez des fincas, il faut voir comment elles sont construites. Si vous prenez mon guide coffret sérénité, je vous donne 2-3 astuces pour voir de suite. Ce sera un peu mon expertise locale où vous verrez si c'est bien ou pas pour acheter une maison, une finca. Si la maison ne rentre pas dans les critères, abstenez-vous de l'acheter. Voilà, donc c'est là où je parle des vides sanitaires, c'est là où je parle des infiltrations, ainsi de suite. Quand j'aurai gagné au loto, ben non, il ne faut pas gagner au loto. Non, c'est le cas, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens maintenant s'imaginent que l'Espagne, non, ils sont pas bêtes, hein, ils ont vu qu'il y a une très forte demande et les prix ne vont pas aller à la baisse. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont un déficit de biens. Tous les programmes neufs se vendent sur plan en ce moment. Il y a un déficit de logement. Bon, bien, pourtant, ils ont mis des mesures très coercitives concernant les loyers, concernant les nouvelles lois, la ley de la vivienda, justement pour diminuer le locatif saisonnier, mais ils se sont trompés de cible parce que la personne qui achète un appartement, une maison, ne va pas proposer ce bien-là en location longue durée. Là, ils ont fait vraiment un quick, je peux dire, une grave erreur parce que ça ne va pas solutionner le problème du logement en Espagne. Il faudrait que les pouvoirs publics espagnols construisent plus de logements sociaux, chose qui n'est pas le cas, notamment dans les grandes villes. Ils vont y venir, mais bon, c'est pas encore ça, quoi. Il fallait acheter il y a 15 ans. Non, je suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai acheté il y a 15 ans. Là, je vais d'acheter 2 maisons en Andalousie, vous voyez, et je finis pas. Non, toutes les époques sont bonnes. Il faut pas dire ça. Allez, un exemple, je vais vous raconter, quand j'ai débuté l'immobilier, mon père sur Rosas, on avait des appartements en bord de mer, sur un quartier qui s'appelle Santa Margarita, avec une terrasse magnifique de 30 mètres carrés. L'appartement était à la vente à 1,5 million de pesetas. Bon, j'avais à cette époque-là 18 ans, donc j'avais d'autres folies d'achat. À cette époque-là, j'achetais plutôt des voitures de sport, ainsi de suite. Je finissais mes études d'archi. Donc, grande erreur, j'aurais dû acheter des appartements. Le même appartement, à l'époque, il valait 1,5 million de pesetas. Vous, maintenant, eh bien, vous l'avez dit, 1 million d'euros, à peu près, voilà. Un appartement à Santa Margarita, appartement de 3 chambres, terrasse de 70 mètres carrés, première ligne de mer.
magnifique. Voilà. Donc, toutes les époques sont bonnes. Ce cas, il faut bien voir le coin, et ainsi de suite, quoi. Niveau des écoles secondaires, cela revient cher à l'année par élève, tu sais peut-être me dire? Non, au niveau, alors le système des écoles en Espagne, c'est particulier. Vous avez le réseau des écoles publiques qui sont très bien desservies. Là, c'est correct. Par contre, et là, c'est gratuit. Par contre, il y a les écoles internationales où là, c'est payant. Il y a le lycée français, il y a les écoles britanniques, où là, c'est avec c'est du semi-privé public, quoi. Voilà. Cela a beaucoup augmenté quand même, comme sur le bassin. Mais oui, ouais, mais ça monte partout. Il y a une très, très forte demande. Ben, le bassin d'Arcachon, moi j'avais 2 maisons au Ferret. Bon, j'ose pas dire aussi, j'en avais une autre sur la dernière que j'ai vendue à Andernos. Sur le Ferret, j'avais acheté le terrain à l'époque 450 000 francs. La maison, bon, déficit personnel, on a mis à la vente à 750 000 euros. La même maison à côté, on a appris que le voisin l'a vendue pour 2 200 000 euros. Donc, ça a pris 3 fois le prix. Donc, vous voyez, c'est énorme. Ça augmente partout. Et ne parlons pas d'Arcachon. Arcachon, il faut compter entre 8. Là-bas, c'est simple, on parle plus de prix, c'est le prix au mètre carré. Entre 8 à 10 000 euros du mètre carré. Donc, le prix d'une villa que vous achetez sur Murcia, sur Orihuela, à 350 000 euros. En France, à bassin d'Arcachon, vous avez 2 pièces, une chambre avec 40 mètres carrés. Voilà. Vous voyez, ça augmente partout. Donc, il faut bien comparer. Il fallait acheter il y a 15 ans, non, ouais. Alors Patricia, tout dépend de ce que vous voulez acheter. Patrick, à bientôt. Hasta la próxima. Bon, c'est sûr, il y a toujours le timing, il y a toujours les possibilités. Les prêts bancaires en Espagne, à l'heure actuelle, là, j'étais voir la Caixa, ils vont commencer à développer une campagne. J'ai rendez-vous justement demain matin pour voir un peu quel type de prêt font-ils pour les non-résidents, les francophones qui désirent acheter en Espagne, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de francophones, notamment clientèle jeune, qui veulent s'expatrier. Pourquoi? Parce que moi, essentiellement, je touche beaucoup de clients, je dirais en semi-retraite ou retraités, qui ont déjà un patrimoine en France et qui investissent, vendent leurs biens en France et réinvestissent cash sur le littoral espagnol. Mais maintenant, de plus en plus, on a une clientèle de jeunes actifs français qui désirent investir en Espagne. Et pour cela, bon, ils ont déjà un petit pécule, ils ont un acompte, mais ils voudraient bénéficier d'un prix immobilier. Donc, comme ils n'ont pas de bien en Espagne, donc possibilité d'avoir un bien en Espagne, mais avec un prix immobilier espagnol. Donc, dans ce cas-là, les conditions sont très draconiennes pour les investisseurs, pour les résidents, pour les non-résidents. En 2 mots, il faut avoir 30% d'apport et 70% peut être financé par le bien, par une banque espagnole. Le truc qu'il y a, c'est qu'ils font une hypothèque sur le bien espagnol et non pas français. Voilà. Non, difficile. Pour un petit prêt, non, tu peux. Chris, tu peux avoir ce qu'on appelle un préstamo de complemento. C'est comme un prêt personnel, entre un prêt personnel ou un prêt de travaux, un préstamo para reforma, voilà, où les tarifs sont intéressants. Si c'est moins de 100 000 euros, tu auras la possibilité de l'avoir avec une banque espagnole. Par contre, il faudra apporter le cash nécessaire pour acheter,
pour acheter le bien, plus la valeur aussi des charges avec l'ITP et les frais de notaire. Voilà. Du coup, les taux, alors différence entre résident ou non. Voilà. Alors les taux c'est les mêmes, c'est simplement la quotité de bien, la quotité du prêt par rapport au prêt. Si vous êtes non résident, c'est 70%. Si vous êtes résident, ils peuvent vous prêter entre 80 à 90% du bien, attention, de la valeur du bien. Attention, en Espagne, ils font appel à ce qu'on appelle un tasador, un experto tasador qui va tasar la vivienda, on appelle ça. Ils veulent, c'est-à-dire c'est un expert qui va évaluer la maison. Et c'est à la charge de l'emprunteur. Alors certaines banques proposent leur propre tasador. Ça vous n'aurez pas à le payer, mais eux vont l'inclure dans leurs frais de dossier. Faites attention, et ils vont être très stricts. Donc, je vous conseille, vous pouvez vous-même prendre votre propre tasador. Et vous aurez une expertise plus favorable à votre niveau. Alors, Rodolphe, bonsoir José, j'ai posé un post au-dessus, mais je pense que vous ne l'avez pas vu sur Denia. Non, il y a 54 commentaires, non, ça défile et il a dû se cacher. Le choix est difficile sur la Costa Blanca. Comment cela se passe pour les impôts en Espagne et si on s'installe? Attention, oui, là on rentre dans le cadre fiscal, si vous êtes résident ou non résident. Et en fonction de votre statut en France, ou belge, et de la convention, de la double convention fiscale entre la France et l'Espagne, ou la France, ou l'Espagne et la Belgique, donc, ou l'Espagne et le Canada aussi, il faut faire attention. Donc chaque cas est un cas particulier, et en fonction de votre statut en France, est-ce que vous êtes fonctionnaire ou est-ce que vous êtes salarié du privé? Salarié du privé, vous paierez en Espagne. Salarié du public, vous continuez à payer vos impôts en France. Voilà, il y a quand même une différence. Et avec la Belgique, je pense pas, il faut que je regarde. Sur quoi est fait le certificat énergétique? Comment peut-on l'améliorer? Eh bien, c'est simple, hein. Vous avez répondu vous-même à la question. Eh bien, pour l'améliorer, il faut arranger les normes d'isolation thermique. Donc, il faut mettre du double vitrage. Si vous achetez un bien où il y a un simple vitrage, faire une isolation par l'extérieur, mettre un système d'air conditionné, un système d'air conditionné réversible, donc pour faire de air chaud, air froid avec une pompe à chaleur. Donc tout ceci, ça vous permettra d'avoir un certificat énergétique intéressant. Sachez qu'en Espagne, la loi, j'en ai discuté lors d'une convocation avec d'un séminaire des architectes locaux espagnols, avec des professionnels, en 2030-2032, je crois, c'est avec les directives européennes, l'Espagne va avoir une dérogation parce que 80% des logements ne répondent pas aux normes préconisé par l'Europe. Et on ne va pas confondre un appartement que vous trouverez dans le Nord, dans le Jura, en France, ou même dans les Alpes, ou même la région parisienne, qu'un appartement sur la Costa Blanca. Donc, c'est des appartements qui sont quand même faits pour l'été, donc ils bénéficieront de mesures plus souples, je dirais. Voilà. Donc difficile à améliorer dans un appartement si rien n'est fait. Ben oui, là quand c'est un appartement dans une résidence, il faut que ce soit la structure générale qui soit rénovée, donc ça va être très très difficile. Par contre, vous pourrez déjà bien améliorer votre appartement au niveau intérieur. Imaginons que vous achetez un appartement avant les années 70. Bon, il y a des années aussi à éviter qui répondent pas aux normes techniques. Un appartement classique, si vous changez toutes les huisseries, vous mettez du double vitrage tel qu'il faut, vous mettez une bonne ventilation mécanique contrôlée, vous allez avoir un diagnostic en votre faveur. Voilà.
Alors, Rodolphe, oui, donc sur Dénia, que pensez-vous de cette ville pour vivre l'année? Très bien, Dénia. Voilà. Il y a, alors, maison ou pas? Quel budget pour une maison? Alors, quel quartier vous conseillez? Il est préférable d'acheter un terrain et construire et acheter de l'ancien? Oh là, c'est beaucoup de questions, ça. Dénia, il y a plusieurs, bon, tout dépend de vos critères. Est-ce que c'est 4 chambres avec piscine, avec vue mer, sans vue mer? Est-ce que c'est un grand terrain? Est-ce que c'est 4 chambres? Il faut compter minimum 160 à 180 mètres carrés. Vous avez des 4 chambres à 200 mètres carrés, il y a ça aussi. Et on a également des 4 chambres à 130 mètres carrés. Donc, tout dépend. Et le terrain, 1000 mètres carrés. Le terrain, entre 250 et 300 000 euros. Une maison, tac, ça, 150 1600, 10, comptez entre 450 000 à 700 000, voire 800 000 euros pour une très belle villa sur Dénia. Voilà. Quel quartier? Bon, vous avez une très belle villa du quartier El Mongo, Dénia Nord. Voilà. On peut trouver moins cher du côté de Las Marinas, mais là, vous n'aurez pas de vue mer, vous aurez un voisinage dans des maisons proches l'une de l'autre, quoi. Et là où ce sera moins cher, c'est du côté de El Vergel et El Poblet. Il y a des endroits sur Dénia, à côté du terrain de golf, qui sont superbes. Bonsoir, je viens à peine d'arriver, y aura-t-il un replay possible? Oui, la vidéo va être enregistrée et vous la retrouverez facilement sur YouTube. Parce que le problème qu'il y a, c'est que sur Facebook maintenant, les lives, ils les suppriment au bout de 15 jours. Voilà. Donc ne vous en faites pas, vous pourrez la retrouver facilement sur la chaîne YouTube. Donc difficile à améliorer un appartement si rien n'est fait dans l'immeuble. Oui, mais c'est pas un problème ça, Marilou. Vous pouvez trouver un bel appartement dans une petite résidence récente. Tout dépend de la station où vous voulez investir. Là, vous voyez, là, dernièrement, j'ai accompagné un client qui a acheté sur Barcelone une VPO de plus de 20 ans. Par contre, VPO, c'est des biens de protection officielle. C'est l'équivalent d'un HLM. En zone tendue, 3 chambres à côté de la fameuse promenade de la Paseo, de la Ramblas, quartier typique, avec garage à 380 000 euros. Là, il va faire, comme on dit, un coup de fusil. Il a réussi à trouver un appartement qui a été entièrement rénové, très bien classifié, au 4e étage, avec une luminosité importante, beaucoup de soleil, et il était très bien en catégorie, donc, vous voyez, en diagnostic thermique. Et là aussi, c'est pareil, c'est une personne qui a visité lui-même, bon, c'est quelqu'un d'Aix-en-Provence, il a quand même fait 7 week-ends sur Barcelone, il a pris la Formule 2, c'est lui qui a visité tous les logements avec tous mes outils, et moi je n'ai fait je me suis occupé que de la vérification et je l'ai accompagné finalement à la signature à l'acte notarié avec la signature finale, si on peut dire. Voilà. Je l'ai quand même aidé aussi à récupérer, parce qu'il s'est emballé sur un appartement, écoutez-moi bien, il avait versé une certaine somme, je crois 3 000 ou 5 000 euros, et l'agence avec qui il a versé, à qui il avait fait verser, après un certain temps, il s'est remis en question, il a fait une étude où je lui ai donné quelques conseils. Elle se refusait à lui rembourser l'acompte qu'il avait versé. Donc, et avec mon aide, avec mon accompagnement, avec un écrit et une méthodologie, il a pu récupérer sous une semaine l'intégralité de son versement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà. Oui, la Dénia, c'est un bon choix, c'est une très bonne station. Station familiale, très cotée par les Français,
mais qui commence à devenir sélective, je peux dire. C'est une des stations les moins chères de la Costa Blanca Nord. La même villa que vous trouverez à 500 000 euros sur Denia, à Javea, vous pouvez ajouter 20 à 25% de plus, comme sur Morera. Morera et Javea, ce sont les deux stations phares de la Costa Blanca. Altea est en train de suivre aussi ce trio. Voilà. Denia, ça reste encore raisonnable en prix. Il y a encore des bons coups à faire à Denia. Alors, d'autres questions. Bon, j'ai dépilé tout ça. 93 commentaires. Oh là là. Quelles sont les conditions pour les appartements en VPO? Alors, VPO, attention. Il faut que si vous voulez acheter un appartement VPO qui reste encore catégorie VPO, alors VPO c'est Vivien de protection officielle, il faut que vous soyez aussi en résident fiscal espagnol, ayant des salaires bas qui répondent à une certaine norme. Ben c'est simple, c'est l'équivalent des HLM en France. Hein. Par contre, vous pouvez acheter un appartement qui a été acheté par un propriétaire qui lui a eu le bénéfice de l'acheter en VPO. Il faut savoir que l'appartement qu'a acheté mon client VPO à Barcelone, bien sûr le propriétaire ne l'a pas acheté à 300 et quelques mille euros. Lui, il a eu à l'époque, son appartement plus de 20 ans, à 80 000 euros, c'est pour vous dire. Voilà. Donc il y a quand même une différence à ce prix-là. Il faut répondre à des conditions très draconiennes. Et ne pas acheter un appartement VPO, il faut vraiment qu'il soit libre à nouveau sur le marché de la revente. Attention, parce que la Generalitat Catalogne a un droit de regard maintenant, comme c'est devenu zone tendue, doivent donner leur feu vert si vous pouvez acheter l'appartement en question. Parce qu'il y a un droit de prescription. Ils peuvent racheter l'appartement au prix où vous l'achetez. Voilà, j'ai eu un problème avec un client qui achetait, pourtant, sans fluide Dixol. Il y avait un double, c'est une zone tendue, et en plus, le propriétaire qui vendait, c'était un grand télédol, c'est-à-dire un grand propriétaire, qui avait plus de 100 logements, donc il subissait cette loi, cette règle réglementaire de la Catalogne. La Catalogne est devenue très coercitive en ce moment pour les investissements, faire attention. Et bien sûr, tous ces textes, vous les aurez en langue catalane. Donc, il faudra bien être accompagné de quelqu'un qui maîtrise l'espagnol plus le catalan. Que penses-tu de la perdrix? Vont-ils faire la route là-bas? Car catastrophique. Mais je pense, oui. Je t'en parlerai en ligne de compte. Oui. Vient à peine d'arriver. Bon, ensuite, n'hésitez pas, mettez... Alors, pour ceux qui veulent recevoir le guide, le résumé de ce petit live, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail, je vous l'enverrai rapidement, voilà. Et vous aurez un peu de publicité sur les différents guides que j'ai proposés, guides concernant les villages, pour aller plus en détail, en profondeur, les guides sur les fincas rusticas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui désirent acheter les fincas, mais ne savent pas comment faire. Et alors, pour certaines personnes qui aiment bien préparer leur investissement, moi, je vous donne un conseil. N'hésitez pas, Fincas Rurales et le coffret Sérénité. J'insiste, jusqu'à ce soir, 24 heures, il est encore en prix promo à 197 euros. À partir de demain, il passe à 397 euros. Voilà. Je ne pourrais pas y déroger. Pourquoi? Parce que j'ajoute également tous les contrats de réservation, les modèles, contrats de réservation d'art, contrats de réservation des arras, contrats de réservation pour le bloquer, avec toutes les astuces qu'il faut y mettre. Et ensuite, le contrat, le borrador, pour l'acte final. Donc, avec tous les points particuliers où il faut faire attention. Voilà. Bonsoir Cathy. Cathy Dallet, une amie qui a habité un certain moment sur la Costa del Sol, du côté de Malaga. Voilà, mais n'hésitez pas, voilà, très bien, marquez. Hein. Vous pouvez mettre votre adresse mail, mais mettre aussi les particularités, qu'est-ce qui vous intéresse de savoir
d'une pierre deux coups, c'est-à-dire les, les guides, la station. Alors, si vous avez, par exemple, là, je répondrai par exemple les appartements en VPO, ne vous inquiétez pas. J'ai reçu, grand merci, j'attends le guide des Finca Rurales. C'est qui? Dion Pimester. Ah, très bien. Ouais, mais Dion Pimester, j'ai reçu le coffret Sérénité, un grand merci, mais sachant que le coffret Sérénité va être mis à jour comme tous les documents. Tous les guides vont être mis à jour chaque année. Hein. Avec Anita, on a vu, il y avait encore un problème de réception de certains guides. On a dû les renvoyer, et beaucoup d'adresses nous sont revenues. Pourquoi? Parce que faut qu'on trouve un système, parce que les guides deviennent de plus en plus importants. Plus de 100 pages, 200 pages pour certains, et souvent rentrent dans les boîtes spam. Donc il faut faire attention. Ah oui, en ce moment, il y a des personnes qui sont en Espagne, qui visitent des biens. Parfois, ils flashent sur des biens. Sachez que, comme j'avais dit, pardon, excusez-moi, que je suis complet en Formule 3 jusqu'en novembre de cette année. Je ne prends plus rien. Par contre, je suis disponible en Formule 1 et Formule 2. Notamment la formule la plus intéressante, c'est la Formule 2. Vous visitez les biens et je fais les vérifications à distance. Par contre, je serai avec vous pour la signature finale. Pourquoi? Parce qu'entre le contrat de réservation et la signature finale, il faut compter entre 2 mois à 3 mois. Pourquoi 3 mois? Ce ne sera pas 15 jours. Pourquoi? Parce que j'envoie des pièces très importantes à la mairie pour avoir le retour et je suis tributaire de leur réponse. Donc, ça me fait rire quand je vois les personnes qui ont dit « Ah, j'ai signé en Espagne en 15 jours ». Et bonne chance à elles si elles n'ont pas de problème par la suite. Voilà. Et alors oui, j'ai vu dernièrement aussi un client aussi, une personne qui a dit « Ah, j'ai réussi à trouver une maison légalisée ». Complètement légalisée. Est-ce que c'est pas parce qu'une maison est complètement légalisée qu'elle est conforme aux règles urbanistiques? Est-ce qu'il n'y a pas eu un document d'infraction urbanistique? Voilà. Donc, faites attention. Il y a des clauses très importantes à connaître en Espagne. C'est simple, ça s'improvise pas. Vous n'achetez pas un jean que vous pouvez changer. Là, c'est quand même un investissement de plusieurs milliers d'euros. Donc, faites attention et soyez bien informé et bien entouré. Si vous prenez un avocat qui soit avocat en droit immobilier, derecho inmobiliario colegiado, avec un collège fiable, et secondé par un architecto técnico ou un perito. Notamment dans les fincas, c'est soit architecto, soit perito. C'est eux qui ont la seule compétence pour faire les légalisations, ce n'est pas un avocat. Un avocat vous dira, oui, la maison, elle est correcte, il y a des problèmes urbanistiques, mais lui va sous-traiter cette partie-là. Donc, il faut en tenir compte. Donc, la Formule 2, ça s'adresse maintenant des gens qui sont sur place, où vous visitez des maisons, ou des appartements, et moi, à distance, je fais toutes les procédures de contrôle. Donc, n'hésitez pas. En Espagne, tranquilo, oui, tranquilo. Oui, je veux vous envoyer ça aussi, les renseignements pour les formules 1, 2 et 3. Bon, la plus chère étant la formule 3. Alors, sachez que si vous prenez le coffret Sérénité, si vous sentez que c'est trop compliqué pour vous par la suite, ça viendra en déduction d'une formule que vous prendrez par la suite. Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Parce que j'en ai marre de voir autant de gens se faire avoir quand ils achètent. Moi, je leur dis, faites attention. Même si vous êtes suivi par un avocat ou une personne compétente sur place ou même un agent immobilier, prenez le coffret Sérénité, vous aurez les outils en main pour le questionner. Et il va voir que vous maîtrisez bien la chose. Voilà. Notamment, j'ai même ouvert un groupe maintenant pour faire parce qu'il faut qu'on soit une vingtaine pour faire des lives propres à ce groupe, pour ce coffret Sérénité, où je vous expliquerai point par point le détail de toutes les pièces. Voilà. Pour le guide Costa Blanca Nord, pour une maison à Dénia, ok. Oui, oui, vous c'est Costa Blanca Nord, exact. Alors, Rodolphe, je vous donne un conseil aussi, prenez
le guide Finca Rurales, parce que sur Denia, autour de Denia, vous avez des pépites aussi, des villages qui sont super bien, mais là, elles seront en milieu rural et il faut que vous ayez les atouts en main pour bien les connaître. Espagne, hasta la próxima, je vais prendre le guide sur les fincas. Muchas gracias. Très bien. Voilà. Bon, bon, on était entre 15 à 25 personnes. Bon, qui sont relayées. Voilà. Ça a duré, je ne sais pas combien de temps a duré Attendez. En direct, 50, ah non, on a fait 20h42. Et non, 19h, pas loin de 19h, 20h, pas loin de 2h. Voilà. Bon, donc ce live va être enregistré et sera publié sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Et aussi, mettez les questions importantes que vous aimeriez je puisse vous répondre. Costa Tropical, vous intervenez aussi? Oui, j'interviens aussi. Costa Tropical, c'est Almuñécar, Salobreña, La Herradura, c'est très très bien. Je vais faire également un live pour fin juillet à peu près. Lilou, oui. Il y a même un guide que j'ai fait, guide des villages sur la Costa Tropical, où j'énumère avec les avantages et les inconvénients de chaque village. Voilà. Quel est le nom de la chaîne YouTube? Vous l'aurez, ça aussi. C'est Kiros José. Ouais, il y aura le lien. Et je vais bientôt faire aussi, bon, comme je disais tout à l'heure, les lives sur YouTube, reliés avec Facebook, mais ça m'oblige à mettre un autre logiciel où je pourrais partager des documents. Donc vous pourrez les voir en direct. Ce sera bien, il y aura des tableaux, ainsi de suite. On a déjà eu contact avec ma femme. Oui, oui, c'est vous qui désirez acheter une maison, une finca sur la Costa del Sol, du côté de la Jarquilla, du côté avec un budget de 160 000 euros. Là, j'ai commencé à faire des recherches. Ça va être très très juste. Voilà. Ou alors, il faut se retirer des terres. Ou aller du côté de la Costa Tropical, Valle de Lecrín, l'Alpujarra. Voilà. Ou alors, on en trouve, mais avec des travaux à refaire, et là, vous n'aurez pas les permis de construire parce que c'est les fincas rurales. Il faut faire attention. Valérie Cordoval, bonjour Monsieur Quiros, oui, je serai là, merci à vous. Grand live, voilà, d'accord. 4 heures, hein. Oui, présente, d'accord. Bon, voilà. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre les commentaires, à mettre vos questions et laissez votre adresse email, comme ça je vous enverrai le lien, le résumé de ce live et une réponse sur vos questions, à toutes vos questions. Voilà. Sur ce, je vous dis hasta pronto et au prochain live qui va être le mercredi prochain et on va parler de la Costa Brava, la Catalogne. Voilà. Hasta pronto et bon été à tout le monde. Merci. Au revoir.